Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode du format long. Au programme du jour, aujourd'hui, on va parler d'un brevet pour réfléchir sur l'évolution des boîtiers. Une évolution anti-IA qui arrive sur un premier boîtier qui a été annoncé hier. Je vous donnerai aussi un avis nuancé sur la DJI Pocket 3 et on verra plein d'autres actus intéressantes. On va recevoir le photographe animalier Olivier Gonnet qui est finaliste 2023 de Wildlife Photography of the Year. Dans la partie non matos, on va parler de photos assez incroyables et vraiment qui sortent de l'ordinaire. On fera un débat ensuite sur la pertinence de parler des rumeurs ou non, parce que ça a été une question vraiment que je me suis posée au moment de lancer ce format-là. Puis je répondrai à quelques commentaires avant de vous partager mon coup de cœur de la semaine et on conclura un peu sur qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, les galères que j'ai eues. Mais avant de commencer tout ça, un grand merci vraiment pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode du format long. Il y a eu un peu plus de 20 000 écoutes, toutes plateformes confondues. C'est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Ça y est, ça a été validé partout. Pour info, il a été deuxième du classement des émissions podcast catégorie technologie sur Apple Podcast et c'est assez fou pour moi de voir ma tête là-dedans. Pour l'instant, on va continuer à chercher la bonne formule, ça va continuer à évoluer, mais vos encouragements ont beaucoup aidé. Et d'ailleurs, pour changer de mes autres vidéos, j'avais vraiment envie d'un partenaire pour cette aventure et je suis ravi d'accueillir Douglas. Salut Damien, salut tout le monde. Un grand merci Damien pour l'invitation. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là et de co-animer ce deuxième épisode avec toi, en espérant qu'ils soient encore nombreux. Alors Douglas, vous le connaissez ou pas, donc je vais le présenter en 2 mots. C'est le mec quand même qui m'a appelé alors que je galérais à accéder aux produits dans mon coin et que je galérais vraiment à me développer. Il dirige aujourd'hui IPLN avec ses 2 frères, Ronnie et Dylan. Il m'a aidé à m'épanouir, à faire le tampon aussi avec des marques avec lesquels ils travaillent depuis des générations. On discute quasi tous les jours pour s'échanger des avis constructifs. Il a une connaissance énorme du marché de la photo et il est ici avec une casquette de passionné. D'ailleurs, hier, on faisait des tests du décor. Il y avait un gros néon ipln.fr derrière. Je lui ai dit de l'éteindre et c'est un message pour vous qui m'écoutez. Il n'est pas là pour faire de la publicité cachée. Il est juste là pour échanger entre passionnés. Et je suis trop content. J'espère que vous allez l'accueillir avec la même bienveillance vraiment que vous avez eu pour moi. Et on démarre par un article qui est en fait un dépôt de brevet par Sony qui réfléchit à intégrer un retour haptique dans le bouton d'obturation de ses caméras. Concrètement, le retour haptique, vous savez, on a ça à Sony, ils font les PlayStation et compagnie, on a ça dans les manettes, on a ça dans les iPhones. C'est une espèce de vibration, une sensation en fait qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Donc, ça pourrait aussi, pourquoi pas, avoir aussi comme un retour de force. Bref, quelque chose de plus intelligent qui dit au photographe, qui fait sentir au photographe. Je crois que c'est ça le truc. Il n'y a pas à voir, il n'y a pas à entendre. C'est vraiment une sensation au niveau du doigté. Et l'utilisation à l'intérieur du brevet de ce retour haptique est liée plutôt à l'autofocus. On pourrait avoir, par exemple, un retour haptique au moment où on fait la pression à mi-course, vous savez, pour avoir la première mise au point. Et avec ce retour haptique, on pourrait, sans avoir besoin de regarder dans le viseur, ou sans avoir besoin d'entendre et de faire du bruit, avoir cette sensation que la mise au point a été faite. Et j'ai envie de rebondir d'ailleurs sur cet article-là en disant qu'on s'ennuie un peu, je trouve, avec l'évolution actuellement des boîtiers qui, contrairement à ce qu'on voit dans les consoles de jeux ou contrairement à ce qu'on voit sur les smartphones, restent des boîtiers qui sont toujours un peu basiques. Et ce genre d'intégration-là, de retour haptique, de pourquoi pas de retour de force, ou un jour, moi je pense que ces boîtiers, ils restent encore trop déconnectés et trop offline, d'intégration d'une connexion à Internet beaucoup plus importante avec pourquoi pas une connexion avec une intelligence artificielle, je trouve que ça manque un peu et que tout ça, j'espère que les boîtiers vont finir par évoluer. Et également le lien avec l'intelligence artificielle qui peut être hyper pertinent. Ce qui peut être pas mal aussi parce que tu disais la possibilité avec la vibration de donner une confirmation en fait de l'AF qui est réalisée. Il y a aussi un autre point qui est intéressant qui est remonté dans l'article de Petapixel qui est aujourd'hui les rafales en silencieuse. On a, hormis un cadre autour de l'image où on voit rapidement un petit blackout entre guillemets sur l'écran, on n'a pas de confirmation que le déclenchement a été fait. Et c'est vrai que par des vibrations, ça amènerait une confirmation du déclenchement. La question que je me pose, c'est à quel point ils peuvent arriver à contrôler le fait de ne pas induire de vibrations qui seraient néfastes pour le capteur, en fait, d'arriver à faire vibrer qu'une seule partie sans toucher le capteur. Carrément. Allez, c'est probablement une autre grosse annonce de la semaine. DJI a annoncé son Osmo Pocket 3. Je vous la fais simple, c'est un capteur d'1 pouce qui est probablement issu, c'est les mêmes que ceux qui mettent sur les drones, sauf qu'ici, ils ont récupéré le petit gimbal, donc c'est stabilisé mais de manière mécanique, et ils l'ont mis sur un stick qu'on va pouvoir emmener partout. C'est, je pense, présenté comme probablement la première caméra idéale pour se faire à la vidéo. Le prix est globalement abordable. Alors, je n'ai pas fait de vidéo sur ce produit-là parce que moi, j'ai estimé que le produit ne m'intéressait pas plus que ça.
Il y a des petits trucs qui me chagrinent quand même dans le produit. Déjà, moi, je le trouve pas si compact que ça. C'est vrai que, bon, ok, ils appellent ça pocket, sous-entendu, on va mettre ça dans une poche. Moi, je trouve que pour mettre ça dans une poche, il va falloir quand même une grosse poche, hein, parce que en plus, comme tout gimbal, bah, c'est assez fragile, hein, puisque la petite caméra, elle est en train de flotter là sur un petit axe. Donc, il y a aussi une espèce de coque qu'il faut utiliser au moment de ranger le produit. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est compact, mais c'est pas si compact que ça. D'autant plus que quand on regarde bien par rapport à la Pocket 2, on est sur quelque chose qui a vraiment augmenté en taille. Il fait maintenant 180 grammes et c'est 60 grammes de plus que la deuxième génération. Donc, moi, j'avoue que je sais pas exactement qu'est-ce que je ferais d'un produit comme ça, qui est un peu un entre-deux, entre quelque chose qu'on peut réellement avoir dans la poche, comme un smartphone, où moi j'ai acheté le ZV, d'ailleurs à Douglas, le ZV1 Mark II, qui est un capteur 1 pouce de chez Sony, qui, quand j'ai pas envie de faire les plans à l'iPhone, j'utilise mon ZV1 Mark II. Bah, moi, typiquement, je préfère mon ZV1 Mark II que cette Pocket 3 parce que il va être beaucoup plus polyvalent. Par exemple, la Pocket 3, c'est 9 millions de pixels en photo. Donc, clairement, on voit que l'utilisation photo, c'est pas l'axe. C'est vraiment un produit qui est purement vidéo, alors que mon ZV1 Mark II chez Sony, il fait 20 millions de pixels. Puis ensuite, moi, j'aime bien les plans au ras du sol. Et par exemple, quand je vous filme des produits sur le bureau, j'utilise pas mal le ZV1, donc capteur 1 pouce, hein, de chez Sony. Mais moi, je le mets vraiment au ras du bureau. Comme ça, il est sur le même plan que l'objectif. Mais faire ça avec le petit stick de la Pocket 3, c'est quasiment impossible parce que en fait, la caméra, elle va forcément être pas mal au-dessus du sol. Donc, vous allez forcément avoir une vue d'aplomb. L'autre truc qui me chagrine un peu avec cette caméra-là, c'est qu'il y a pas mal d'accessoires. Donc certes, elle est compacte, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une coque qu'on ne voit pas tant que ça dans les vidéos. Il ne faut pas oublier aussi que il y a si on veut un pied pour un trépied, il va falloir le rajouter en plus. Il n'y a pas de pas de vis pour mettre le trépied à la base, donc il faut rajouter un espèce d'accessoire poignet qui intègre le pas de vis. Donc tous ces accessoires mis bout à bout, je trouve que le produit il est pas si compact que ça, il tient pas tant que ça dans une poche. Et puis je le trouve un peu cher parce que quand on regarde par rapport à la deuxième génération, ce produit il a quasiment doublé de prix. Il a pris quand même plus de 200 € par rapport à la Pocket 2, sans compter les accessoires. Donc le produit est cool, la qualité est irréprochable, on l'a vu avec toutes les vidéos qui sont sorties. C'est probablement une excellente première caméra pour débuter, mais il y a quand même des petits compromis. Et je me demande si, une fois que la hype de l'annonce est passée, si vraiment ça va tant se vendre que ça. En tout cas, il y a une vidéo que je vous conseille de voir à propos de ce produit-là. C'est la vidéo de Brandon Lee qui, en fait, utilise la caméra pour travailler ses plans et, en fait, profiter d'une gimbal pour travailler tous les mouvements qui sont possibles avec un gimbal pour vraiment varier ses compositions. Et ça, clairement, par exemple, avec mon ZV1, c'est des trucs que je pourrais pas faire. Donc clairement, c'est un produit qui a un intérêt, mais pas pour tout faire. Effectivement, les évolutions sont intéressantes. Il y a un capteur un petit peu plus grand, etc. Bon, après, c'est un peu cher quand même, je trouve, par rapport à la base tarifaire en fait de cette gamme Pocket. Moi, ce qui me pose vraiment question en fait, c'est aujourd'hui, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire que est-ce que ça vaut le coup de mettre ces 600 et quelques euros dans ce produit-là par rapport à des performances aujourd'hui qu'on a sur des très très bons smartphones? Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée? Alors bien évidemment, il y a le côté gimbal stabilisé qui est ultra intéressant, mais moi, et c'est à titre vraiment personnel, mon côté geek me dit putain, c'est effectivement le produit est très intéressant et il fait envie. Mais je me dis que, est-ce qu'au bout de 2-3 mois après l'avoir utilisé, est-ce que je vais encore y voir un intérêt ou est-ce qu'au final, il va rester dans sa sacoche et je vais plus vraiment le prendre parce que ça me fait prendre un produit en plus. Voilà, ça c'est une vraie question qu'il faut se poser et c'est un petit peu à mon niveau et au niveau d'IPLN le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que cette gamme Pocket, il y a effectivement, comme le dit Damien, cette hype au niveau, cet emballement au niveau au moment de l'annonce, avec des ventes qui se font. Néanmoins, nous, à notre niveau, ça fait pas des gros chiffres derrière et des gros volumes de ventes, ce qui signifie peut-être que il y a peut-être pas une vraie stabilité et un vrai besoin sur ce marché-là. Allez, article suivant. Sigma devrait fabriquer une caméra APS-C à Monturel et le fera probablement. C'est ce que nous dit Petapixel. En fait, cette news, elle arrive au moment du lancement du Sigma 1018 DCDN qui a été annoncé en monture Fuji X, en monture Sony et en monture L. Et au moment de l'annonce sur les réseaux sociaux de Sigma, ils présentent ce produit-là
sur une espèce de prototype, une sorte de produit un peu cubique, gris, dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et du coup, ça pose question parce que depuis toujours, Sigma, quand ils annoncent un nouveau produit dédié à des montures, ils s'appuient sur les produits existants qui vont être capables d'accepter ces montures-là. Que ce soit de la monture du Sony Alpha 6700, des produits Fuji, ils partent là-dessus. Là, ils nous mettent ce produit-là en monturelle sur ce prototype, et donc on se dit, est-ce que Sigma va sortir un capteur, un produit avec un capteur APS-C en monture L? Ouais, de toute façon, je trouve que on voit bien aujourd'hui la stratégie, c'est d'avoir une seule monture. C'est ce qu'a fait Sony, c'est ce qu'a fait Canon, c'est ce qu'a fait Nikon. La monture L, la manière dont je le vois, c'est un peu l'alliance des petits. Et ils ont eu bien raison parce que comme ça, ils ont beaucoup plus de poids tous ensemble. Et ça serait dommage, en fait, que cette monture-là, ils aient pas de boîtier APS-C. Et là, Sigma, ils sortent des objectifs. Il n'y a pas de boîtier pour mettre les objectifs. Donc, il y a forcément un truc qu'ils savent que nous, on ne sait pas. Donc, je pense que c'est naturel. La seule question, c'est qui va le faire dans cette alliance-là. Moi, je pense que comme c'est des objectifs à autofocus, probablement que c'est dans les mains plutôt d'un Panasonic ou d'un Sigma, parce que je pense que les autres, ils sont sur des marchés qui sont tous un peu différents. Moi, je vois bien un truc qui est plutôt grand public. Après, moi, j'avoue que je suis pas un énorme fan de la gamme FP, donc j'espère que si c'est Sigma, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il fasse un boîtier plus passe-partout, plus grand public et qui aurait probablement beaucoup de succès, hein. Allez, article suivant. Canon abandonne enfin le système d'appareil photo EOS M. Bon, je pense que c'est une surprise pour personne. C'était qu'une question de temps. Canon arrête et ferme enfin la porte au système EOS M en supprimant les appareils photo de ses sites web et en classant la série comme abandonnée. C'est une surprise à mon avis pour personne parce que depuis l'arrivée de l'hybride, c'est vrai que Canon pendant un moment a fait cohabiter 4 montures en même temps. C'est-à-dire qu'ils avaient la monture EF, ils avaient la monture EFS dédiée aux APS-C, ils ont eu la monture RF à l'arrivée de l'EOS R, ils avaient encore la monture EF-M, et puis pour moi ce qui a entériné définitivement cette monture-là, c'est l'arrivée de l'EOS R7. Donc je trouve qu'on s'y perdait trop en fait chez Canon, il y avait trop de montures. Là, ça va permettre de clarifier un petit peu tout ça. On aura les optiques RF plein format, les optiques RFS et puis tous les boîtiers en monture RF, qui était un petit peu parce que Sony avait déjà enclenché, c'est-à-dire une monture unique pour un système, quelle que soit la taille du capteur, avec la monture E. Et c'est vrai que on se pose la question du coup, peut-être que c'est la stratégie initiale de Canon qui avait été peut-être pas bonne, c'est-à-dire qu'à l'arrivée de Sony sur le marché de l'hybride et leur monture E, Canon au départ a été un petit peu réticent à aller sur le marché de l'hybride et donc avait peut-être développé cette gamme M pour dire bon voilà, on a un concurrent qui est là, il faut quand même qu'on sorte quelque chose mais sans trop y croire. Ils n'y ont pas cru assez aux hybrides. Et je pense qu'ils ont cru en plus que la stratégie qui avait marché pour les réflexes allait marcher pour les hybrides et ils se sont dit qu'on va continuer à avoir une monture différente pour chaque taille de capteur. Sauf que depuis, Sony nous a montré qu'on pouvait avoir une même monture pour différentes tailles de capteurs. Et du coup, ils se sont retrouvés coincés parce que cette monture qu'ils avaient lancée pour les hybrides APS-C, ils ne pouvaient pas l'utiliser pour les hybrides plein format. Et du coup, ils ont fait une monture spécifique pour le plein format et qui peut le plus, peut le moins. La monture plein format peut aussi faire l'APS-C. Et du coup, ils se retrouvent avec 2 montures APS-C, ce qui n'est pas possible pour un constructeur. Et donc, je pense que, et c'était la même chose pour Nikon, qui eux aussi avaient dû tuer leur première itération d'une monture hybride. C'est toi qui me le disais, avec le Nikon One. Je pense qu'ils avaient rien compris, en fait. Et qu'ils ont dû tout revoir, probablement en catastrophe, parce que quand on voit comment Canon a fait ça avec le Canon EOS R, qui lui aussi n'était pas vraiment prêt, je pense qu'il y a quand même eu un moment une petite peur de se dire putain, mais là on est vraiment en train de louper le train et il faut qu'on se reprenne. Donc je pense que c'est le signe de dire c'était une erreur, on abandonne. Allez, on repart de DJI. Décidément, c'est un acteur important. Et aujourd'hui, il faut savoir que DJI, c'est 70% du marché mondial des drones. Donc c'est pas rien quand même, aussi bien grand public que professionnel. Et clairement, ça plaît pas aux Américains puisque DJI, c'est une entreprise qui est chinoise. Et vous savez, les Américains ont déjà commencé à les mettre sur des listes interdites, notamment pour travailler avec toutes les entreprises liées à la sécurité et liées à la défense. Donc, impossible d'utiliser du matériel DJI dans ces domaines-là. Pour autant, ils sont encore en réflexion au Congrès américain de savoir si ils vont pas étendre cette interdiction-là à beaucoup plus de secteurs et pourquoi pas au grand public. Donc, clairement, il y a une bataille ici entre ce que dit les Américains et ce que prétend DJI. DJI, lui, quand il est interrogé sur ce sujet-là, il se défend évidemment. DJI, ils disent que ils n'ont aucune catégorie fixée par la loi pour figurer sur la liste,
que c'est pas une entreprise militaire en Chine, aux États-Unis ou ailleurs, que DJI n'a jamais conçu ou fabriqué d'équipements de qualité militaire, n'a jamais commercialisé ou vendu ses produits à des fins militaires dans aucun pays. Et au lieu de ça, au contraire, hein, ils essayent toujours à l'intérieur des produits qu'ils développent, que ça profite plutôt au grand public et que ça sauve des vies. Donc, clairement, là, il y a des tensions et il y a un contexte politique, économique qui est évident pour tout le monde. Mais aujourd'hui, le seul concurrent à DJI, c'est une grosse boîte qui est installée aux États-Unis qui s'appelle Skydio. Skydio, moi personnellement, je ne les connais pas, mais j'en ai entendu parler grâce à Alexis de Monsieur GC2 qui, à chaque fois, me dit qu'il est bluffé par les produits que font Skydio. Le problème, c'est que Skydio vient de dire tout simplement qu'ils se retirent de la fabrication de drones grand public. Ils arrêtent. Les mecs, ils ont une technologie qui est impressionnante, qui est compétitive, mais en fait, ils ont un problème, c'est que DJI a des années d'avance et surtout, en Chine, ils construisent des appareils électroniques grand public depuis de nombreuses décennies et la structure de coût, elle est clairement moins élevée que la structure de coût aujourd'hui disponible pour un constructeur qui est basé aux États-Unis. Et en fait, ils disent tout simplement, aujourd'hui, DJI, ils ont un tel monopole que c'est impossible de rivaliser. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire une entreprise qui a un monopole, c'est quand même généralement pas un bon signe. C'est toujours sain d'avoir une compétition. Et moi, je le vois à un autre niveau. Mais aujourd'hui, quand on travaille avec DJI pour faire des revues de matériel, on a clairement plus de pression et moins d'alternatives. Et DJI est plus en droit. Ils arrivent avec ce qu'on appelle des content guides et ce genre de choses-là, de nous imposer ou en tout cas de nous demander ou de nous inciter à dire tel ou tel truc, alors qu'un constructeur qui a une concurrence énorme est obligé plus ou moins aussi de se plier aux lois du marché. Donc, ici, c'est dans un contexte plus politique. DJI dit qu'il y a énormément en jeu. Aujourd'hui, il faut savoir que les drones DJI, ils sont utilisés notamment par tous les services de police aux États-Unis, par les pompiers, mais aussi par les chercheurs. Donc, aujourd'hui, pour l'instant, ils ne sont pas interdits à grande échelle. Mais ça pourrait changer parce que les institutions gouvernementales américaines se demandent si finalement ils vont pas aller plus loin dans l'interdiction. Donc c'est une affaire à suivre. Allez, on enchaîne avec une nouveauté assez inattendue. Leica lance un M11P. Bon, on va pas énormément parler du boîtier parce que c'est une petite évolution du boîtier. C'est des boîtiers qui sont chers, qui sont pas adaptés à tout le monde, mais peu importe. L'originalité de ce boîtier-là, c'est qu'en fait, c'est le premier boîtier qui intègre la norme Content Authenticity Initiative. Et en fait, cette norme-là, elle assure la traçabilité des images et elle empêche toute falsification. Concrètement, c'est pas une initiative de Leica dans son coin, c'est une initiative, vraiment un collectif, je crois, qui aujourd'hui a plus de 2000 membres. Et cette initiative-là, c'est pas juste des constructeurs de boîtiers. On a des acteurs, en fait, de tous les domaines. Donc, on a évidemment des acteurs de retouche de la photo comme Adobe. On a des journaux comme le New York Times. On a aussi des grosses boîtes comme Twitter. Et le but, c'est de garantir une certaine traçabilité des images et ainsi d'éviter la falsification et l'accumulation des fake news. Concrètement, la manière dont ça marche, c'est que quand vous prenez la photo avec ce boîtier-là, vous avez un tag en fait d'authenticité qui est mis à l'intérieur du boîtier. Et ce tag-là, si vous voulez, en gros, c'est une copie en toute petite de la photo telle qu'elle a été prise à l'origine et c'est non modifiable puisque évidemment tout ça c'est crypté. Et ensuite, lorsque vous arrivez sur cette photo-là et que par exemple vous l'ouvrez à l'intérieur d'un logiciel comme Photoshop, vous allez tout de suite voir si elle a été modifiée ou non et à quoi ressemblait la photo d'origine. C'est aussi une possibilité, les Leica sont beaucoup utilisés pour des reporters, donc ils vont faire de l'actualité, de garantir finalement que quand on envoie une image au New York Times, cette image-là, le New York Times peut vérifier que le journaliste qui lui a envoyé n'a pas trafiqué cette image-là et quelque part, ça les prémunit contre la publication de fake news. Donc, c'est une première. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans beaucoup d'autres boîtiers parce que c'est vraiment une grosse alliance. C'est clair, il faut avoir des armes aujourd'hui pour combattre ces fake news. On l'avait vu au moment des émeutes ou des gilets jaunes avec des photos du président de la République au milieu de la foule, etc. Et forcément, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les fake news se propagent à une vitesse folle. Aujourd'hui, Canon, Nikon, Sony, Fujifilm et Leica ont adhéré à ce programme-là, ce qui laisse peut-être à penser que sur des futurs boîtiers, ils intégreront également cette technologie. Après, voilà, à noter, pour le moment, Panasonic n'y est pas, mais ça montre aussi une volonté des marques de participer à cette vraie problématique des fake news et d'authenticité des images. La semaine dernière, on parlait du GFX 102. Je vous disais que moi, je déplorais que Fujifilm l'ait pas mis entre les mains de testeurs sur YouTube et compagnie et qu'ils ont un peu gardé l'appareil loin des vidéos.
Il y a Pétapixel qui cette semaine fait un article qui probablement va pas leur plaire en disant qu'en gros ils disent pas toute la vérité sur le GFX 102. Bon, moi j'ai pas d'avis sur ça, hein. Je vais vous partager ce qu'ils disent, en tout cas ce que moi j'en ai compris. Et globalement, l'intérêt d'un moyen format, c'est évidemment une meilleure qualité d'image et aujourd'hui, c'est les seuls notamment à proposer du 16 bits. Si vous passez en mode rafale, vous arrivez en 14 bits, mais en fait l'idée c'est de proposer mieux que ce que propose le plein format. Mais en fait, on s'est aperçu que avec cette nouvelle génération-là, en fait, au lieu de rester en 14 bits lorsque vous faites des rafales, en fait, ils se déclinent plutôt en 12 bits. Et 12 bits, c'est aujourd'hui à peu près ce que font le plein format. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça donne pas un avantage au moyen format où on attend plus finalement. Ok, c'est plus lourd, ok, c'est plus cher, ok, c'est plus gros, mais l'idéal, c'est quand même de nous proposer une performance qui est supérieure à celle du plein format. Donc voilà, ils disaient qu'ils étaient un peu déçus par cette trouvaille-là, qu'ils auraient aimé finalement que, comme les autres moyens formats, on reste sur des RAW 14 bits au lieu de passer sur du 12 bits. Ensuite, vous savez, sur le GFX 102, il y a aussi une petite évolution de l'ISO natif qui passe maintenant à ISO 80 alors qu'il était avant à ISO 100. Là aussi, c'est un peu compliqué, mais d'autant que j'en ai compris, en fait, Fujifilm fait une espèce d'opération numérique sur les pixels. Il y a une excellente interview de celui qui a analysé le capteur et qui est à l'origine finalement de toutes ces études-là dans le podcast de Pétapixel. Donc, il est présent à l'intérieur du podcast sur à peu près une demi-heure. Donc, allez l'écouter si ça vous intéresse. Il expliquera probablement mieux que moi parce qu'il explique en gros que lorsqu'on arrive à ISO 80, Fujifilm fait une espèce de manipulation des pixels avec un remplacement du point noir et qu'en gros, pour diminuer la quantité de bruit à l'intérieur des fichiers RAW, au lieu de montrer les vrais pixels, en gros, Fujifilm fait un remplacement des pixels sombres par des pixels noirs. Comme ça, le bruit disparaît. Mais c'est un jeu assez risqué parce que si c'est mal fait, vous allez introduire finalement des images de moins bonne qualité avec pourquoi pas des dérives colorimétriques. Donc, à voir. En termes de dynamique aussi, on a l'impression que ça donne un tout petit peu de dynamique, mais ça a l'air d'être comme de la fausse dynamique en fait, parce que finalement, au lieu d'avoir des pixels qui sont perdus et qui sont pas classés dans la dynamique, comme on a remplacé par des pixels qui ont une luminosité de 1, on a un tout petit peu de dynamique en plus, mais en fait, elle n'est pas vraiment utilisable. Donc, c'est des analyses qui sont extrêmement techniques. Est-ce que vraiment ça a une importance au moment où vous êtes en train de prendre la photo? J'en suis pas certain. Mais ce que Pétapixel semble dire, c'est que Fujifilm a essayé de nous faire croire que c'était quasiment un nouveau capteur. En fait, le capteur, ça serait strictement le même que celui de la première génération de GFX 100. Et ce qui a changé finalement, c'est quelques traitements logiciels. Encore une fois, je vous ai dit, c'est pas mon avis à moi, c'est ce que dit Pétapixel que je vous partage aujourd'hui. Mais moi, en tout cas, j'espère qu'au mois de décembre, je vais avoir le temps de me frotter à ce boîtier-là et un peu de vous partager mon avis. Allez, voilà pour la partie matos. La semaine dernière, je vous ai présenté la photo d'Olivier Gonnet qui était pris à ISO 16000 et je vous disais, regardez, il est finaliste d'un concours prestigieux à Londres avec une photo à ISO 16000. Et je me suis dit que cette semaine, ça serait cool de l'entendre parler et de pouvoir échanger avec lui. Salut Olivier, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Merci Damien déjà pour m'interviewer sur ta page parce que c'est vrai que ta chaîne, je l'adore. Ouais, je suis un passionné de ta chaîne. Donc déjà, merci beaucoup. J'ai 44 ans. La photographie, c'est pas mon métier. Je travaille à la RTM au métro de Marseille et je suis passionné par la photo et surtout par la photo animalière. Donc voilà, j'ai commencé la photo. Bon, évidemment, j'avais pas un boîtier réflexe quand j'ai commencé. J'ai commencé avec un jetable, puis après un compact numérique, puis après un argentique, et puis maintenant avec les hybrides pour faire les hybrides, voilà. Moi, j'adore quand tu dis la photographie, c'est pas mon métier. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses en fait, parce que aujourd'hui, il y a certains qui disent ouais, moi je suis photographe professionnel, et souvent je dis aux gens, notamment qui sont dans mes formations, la seule différence entre un photographe professionnel et finalement un photographe tout court, c'est que le photographe professionnel, il vend ses images. Ça veut pas dire qu'elles sont bonnes, ça veut juste dire qu'il les vend et qu'il vit finalement grâce à ses prestations, quoi. Parce que bon, t'es finaliste donc du concours probablement le plus prestigieux dans l'univers de la photographie animalière, qui a un concours qui s'est tenu au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres et pour laquelle ta photo a été finaliste. La semaine dernière, je disais que ta photo, j'étais étonné parce que non seulement elle est incroyable en termes de qualité, de l'histoire qu'elle raconte, mais en plus, elle est prise à ISO 16000, ce qui est quand même pas commun
de gagner, d'être finaliste d'un concours renommé avec une photo qui a aussi haut ISO. Moi, j'ai des membres en permanence qui me disent, moi, je dépasse pas 3200 ISO, Damien. Hein. Au-delà de 3200 ISO, j'arrête de prendre des photos. Toi, tu nous montres que, bah voilà, t'es finaliste avec 16 000 ISO. Est-ce que tu peux nous dire un mot de l'histoire de cette photo, dans quel contexte elle est prise, si tu as des anecdotes autour de ça? Alors, il n'y a pas de souci. Voilà, cette image, je l'ai réalisée il y a très longtemps. Elle n'est pas si récente que ça. Je l'ai prise en 2018 au Kenya, dans la réserve du Masai Mara. C'était en novembre. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir aller plusieurs fois au Kenya. J'y suis allé une dizaine de fois. Et quand tu vas en safari, tu prévois pas de réaliser des photos comme ça, parce que ça serait mentir, c'est pas possible. Quand tu pars en safari, tu prends ce que la nature te donne. Et là, la nature, elle a eu la chance de me donner une scène qui était unique. Et enfin, unique, non, pas unique, qui était apparemment, c'est une scène commune qui se déroule pas régulièrement, mais qui s'est déjà déroulée au Kenya, parce que j'ai de nombreux témoignages de photographes internationaux qui me disaient qu'ils avaient déjà vu des scènes comme ça, hein, des lionnes qui défendent leurs petits. Sauf que là, l'avantage, c'est que, ce qui est marquant sur cette photo, c'est que les petits lionceaux sont sur une vieille souche de vieux figuier, et ça apporte quelque chose à l'image. Donc, en fait, je suis parti en safari. J'étais en train de faire avec des potes, parce qu'on est plusieurs dans la voiture, on est 4, 5 on était. On était en train de photographier des gnous. Et l'exercice qu'on faisait, qu'on essayait de faire, c'était de photographier, faire un filet de, tu sais, une image à un filet. Je sais ce que c'est, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Un filet de gnous. Et du coup, on était en train de faire ça, et le guide, d'un coup, au loin, attiré par quelque chose, il se passait un truc. Il a pris ses jumelles, il a vu que les lions étaient en train de faire une interaction avec quoi, il savait pas, mais il se passait quelque chose. Donc on a quitté la scène et on est parti à fond sur cette scène. Et on est allé et on s'est rendu compte qu'en fait, que la lionne était en train de défendre ces deux petits lionceaux. Alors la lionne, elle est connue au Kenya, il en reste plus énormément, et du coup celle-ci, elle s'appelle Yaya. Donc elle est vachement connue. C'est une lionne qui est vachement qui fait beaucoup qui défend ses enfants, qui est énormément présente. Et tu as souvent des scènes plus ou moins belles avec elle, parce qu'elle est comme ça. Et du coup, elle était en train elle s'est réfugiée sur cette souche avec ses petits. Alors j'ai pas vu ça. Nous on est arrivés, ils étaient déjà sur la souche. Et je vois ce buffle qui avance, qui recule, qui avance, qui recule. Et là, il va se passer quelque chose. Ça va être intéressant. Et bon, on a avancé, on s'est pas trop avancé parce qu'on voulait pas couper la scène, hein, parce que en safari, souvent, si tu interagis, que tu te mets trop devant, tu peux couper une chasse ou un truc comme ça, et c'est dommage. Là, le but, c'était pas ça. Le but, c'était de voir ce qui allait se passer. Et j'étais au 600 mm. Donc, la photo, là, comme tu la vois, c'est-à-dire que j'ai pas coupé de millimètre. Donc, je reculais sur mon siège pour essayer de pas couper les jambes du buffle, parce que je déteste ça, couper les membres des animaux. Et du coup, je recule. De temps en temps, lever la queue pour encore plus intimider et s'imposer devant ce buffle. Et puis bon, la nuit tombée, il était 18h30, je me rappelle. J'ai envoyé une rafale, ça a duré même pas 3 minutes, et terminé, la scène a été passée, le buffle était parti. Donc, il faut être rapide, réactif, prêt, hein, parce que c'est pas des scènes qu'on va pouvoir dire, allez, on recommence, hein, voilà. Et puis j'ai réalisé cette photo, et au moment où j'ai réalisé, je savais que c'était une très très belle photo qui racontait un message, parce que le message, c'est celui-là. Le message, c'est qu'en fait, le lion, il a beau être le roi de la savane, il a quand même des ennemis. Et le lion, le buffle, il essaie de tuer les bébés tant qu'il peut, parce que quand ils sont petits, ils peuvent les tuer, hein. Par contre, quand ils sont grands, c'est l'inverse, c'est le lion qui tue le buffle. Voilà. Donc ça a plu au musée, au concours, raconter ce message, voilà, et puis elle a fonctionné, quoi. Et toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment de choisir les réglages pour prendre la photo? 1.320, Alors, on est d'accord qu'on est un poil juste par rapport à une scène d'action, mais on voit que tu es à ISO 16000. Ça a dû être un dilemme, non? En fait, pour rien te cacher, quand la veille, avec un ami qui est un peu pointillé sur le matériel, on parlait du réglage du boîtier. À l'époque, c'était un DX. Et moi, je bossais à ce moment-là, on avait en priorité l'ouverture.
Donc, du coup, il m'avait dit, mais pourquoi tu bloques pas tes ISO? Parce que si jamais tu as une scène qui se passe comme celle-ci, tu risques de monter indéfiniment dans les ISO et ça va être inexploitable. Alors, on avait mis un palier, tu sais, dans les réglages, tu pouvais mettre un palier, j'avais bloqué à 16 000 ISO. Du coup, comme j'étais en priorité à l'ouverture, la vitesse, elle baissait au fur et à mesure que la nuit tombait. Et il me restait plus que ça, plus bouger, plus respirer, attendre que la scène se passe rapidement. Et heureusement, ça s'arrêtait à un 320e parce que ça aurait pu aller à une 15e, un 50e, etc. Ouais, donc tu n'avais pas vraiment choisi la vitesse. C'était la vitesse pour avoir la bonne exposition par rapport aux ISO max. Je travaille l'ouverture maxi généralement. En photographie animalière, tu fais ça, tu bloques ton ouverture au maximum parce que l'intérêt, c'est d'avoir le bokeh derrière l'animal pour isoler le sujet, mais ça, tu connais. Et du coup, j'ai travaillé à F4. ISO, j'étais bloqué à 16 000 et la vitesse, c'est un 320e. Et c'est vrai que c'est bien quand j'ai vu ta vidéo que tu as soulevé ce truc, j'ai apprécié parce que je dis, c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Sur le fond, la photo, c'est pas une photo, comme je disais, que j'ai réfléchi, que j'ai voulu faire. Elle s'est passée, j'étais là, je l'ai prise, hein. Mais voilà, moi, ma seule récompense, c'est de soigner la composition, pas couper les jambes du buffle, garder l'image comme ça avec la souche et pas, j'aurais pu cropper et garder peut-être que les lionceaux ou que l'attitude de la lionne, mais moi, ce que je voulais, c'était raconter la scène. Et je pense que c'est ce qui a plu au jury, c'est d'avoir l'intégralité de la scène, quoi. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur le paramétrage la veille de ton boîtier avec ton collègue, et ça lie un petit peu ce que disait Damien tout à l'heure, parce qu'effectivement, il aurait fallu que tu mettes ta limite ISO non pas à 16 000 mais à 8 000 ou à une valeur beaucoup plus faible pour qu'en fait tu l'aies jamais cette photo, parce que ta vitesse aurait été trop basse, et c'est incroyable. Et le message qui est derrière, c'est que effectivement à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, on a la preuve vivante qu'on a une image à 16 000 ISO qui finit deuxième d'un concours, mondial. J'ai utilisé un logiciel de post-traitement pour atténuer le bruit et ça a plutôt bien fonctionné, ce qui fonctionne pas tout le temps, hein. J'ai eu de la chance, hein. J'ai réussi parce que des fois, ça lisse tellement la photo qu'on perd en piqué, on perd en netteté et ça aplatit complètement l'image. Et là, ça a fonctionné, donc j'étais assez content, quoi. Vous, dans le cadre du concours, qu'est-ce que vous avez le droit de faire et qu'est-ce que vous avez le droit de pas faire? Alors, dans ce concours, c'est pas un concours où tu vas tenter à supprimer des herbes, tenter à... Ça, c'est interdit? C'est interdit. Tu as le droit de rien faire. Tu as le droit de cropper. Alors, je sais pas la tolérance. Bon, moi, je déteste cropper. Je déteste. Donc, en gros, tu as droit à Lightroom uniquement. C'est-à-dire du développement photo, mais pas de retouche. Tu n'as pas le droit de supprimer une herbe, de rajouter quelque chose. Non, c'est que du Lightroom, du traitement d'image. C'est que du traitement d'image. Et donc, toi, tu as utilisé quel logiciel pour la réduction du bruit? J'ai utilisé Topaz Denoise et j'en suis très content. Bon, maintenant, il y a DxO qui fait le job aussi, mais moi, je suis resté sur ce logiciel parce que je l'aime bien. Voilà. Il est simple et efficace. Voilà. Et franchement, au moment de voir la photo, personne ne peut deviner qu'elle est prise à ISO 16 000 sur un boîtier qui a quand même quelques années. Je pense pas, je pense pas, c'est clair. Surtout avec, le NDX, c'était très bon en montée d'ISO, mais 16 000 ISO, j'ai rarement fait des photos à 16 000 ISO et en ayant ce résultat-là, ça c'est sûr. T'as un zoom à côté ou tu restes full focal fixe? Généralement, moi, j'aime le piquer le bokeh, donc c'est téléobjectif tout le temps. Mais généralement, je préfère la contrainte d'avoir un téléobjectif puissant, un 600 ou un 500. Le 400, il est en safari, il est idéal. Mais j'aime bien le bokeh du 600, quoi. Pour moi, c'est le plus bel objectif, quoi. Et niveau matos, justement, donc là, c'était au 1DX en 2018. Aujourd'hui, tu es passé à l'hybride ou tu es toujours en réflexe? Je suis passé à l'hybride, c'est ce matériel maintenant. Du coup, j'ai changé ma manière de travailler. Avant, je travaillais, comme je disais, en priorité à l'ouverture. Et maintenant, je travaille en manuel, vu que tu vois l'exposition directement dans l'œilleton. C'est un confort parce que tu fais plus d'erreurs d'exposition. Et puis, tu as tous les collimateurs qui sont... tu as plus de collimateurs, alors qu'avant, avec un NDX, je sais plus, on avait plus comme on avait de collimateurs, mais il fallait ou cadrer, décadrer, décentrer, ou il fallait bouger tout le temps le collimateur. Là, t'avais le nombre de collimateurs et t'avais aussi en fait la zone, c'est-à-dire que les collimateurs étaient concentrés vraiment au milieu, alors que là tu vas les chercher partout.
il fallait toujours faire un compromis entre. C'était pas, moi j'aimais pas du tout quoi. Ça me bridait. Et puis quand j'ai vu ça qu'avec les hybrides on pouvait quand on avait toute la plage de l'écran de la vie, du truc pour pouvoir choisir son collimateur, ça m'a plu de suite. Ça, l'exposition et puis aussi en animalier, c'est qu'il est silencieux. Ça, c'est très bien aussi. C'est génial ça. Tu te fies à la détection des animaux? Alors, pour le lion, bien, certains d'autres animaux comme les léopards, ça marche moins bien. Il y a plus de les points là, les rosettes, ce qu'on appelle. Du coup, l'AF se perd un peu et puis du coup, tu peux faire la mise au point sur une tâche et pas sur l'œil. Donc ça, c'est vrai que. Mais bon, moi, je travaille à l'ancienne. Tu vois, j'utilise pas complètement les capacités des hybrides parce que j'ai pas envie de faire d'erreur. Donc, je choisis mon collimateur. Je vais l'aider, en fait, à faire la mise au point sur l'endroit que j'ai sélectionné. Je vais présélectionner, tu vois, la zone. Et puis après, tac, il va accrocher l'œil. Et puis après, il va suivre. Et puis, je vais faire les photos. Je travaille le plus simplement possible. J'utilise pas tous les paramètres des réglages de l'autofocus. Parce que c'est pas que j'ai pas confiance. C'est que voilà, j'arrive à faire mes photos avec un DX, avec un 40D et un D Mark IV. Donc, j'ai gardé ces vieux réflexes, on peut dire. Et aujourd'hui, c'est quel hybride du coup que t'as? Là, j'ai le R5 et un R6 aussi. J'ai eu un R6. R6. Okay. Voilà, quand tu pars en safari, c'est vrai que l'idéal, c'est de partir avec deux boîtiers pour si jamais il y en a un qui tombe en panne ou puis surtout, tu peux avoir tu as la chance d'avoir un deuxième objectif sur un autre boîtier pour justement, quand c'est trop long, passer au 300-8, tu vois, c'est agréable. Donc, j'ai deux boîtiers généralement. Ouais, parce que je t'ai pas dit, mais je suis parti 10 fois en safari, donc c'est une passion, ça aussi. Bon, il n'y a pas que l'Afrique, mais c'est vrai que l'Afrique, c'est là que je vais le plus souvent, parce que c'est l'endroit où tu peux avoir le plus de belles scènes, quoi. D'accord. Et loin de moi l'idée, évidemment, de rentrer dans ta vie privée, mais tu disais tout à l'heure que c'était pas ton métier. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, vivre de la photo animalière, c'est tout simplement pas possible? Ou est-ce que c'est une volonté, finalement, de garder ça comme passion? Un peu des deux, honnêtement. Je connais très peu de photographes animaliers qui arrivent à en vivre que de la vente de la photo, que de la vente de tirage de photos. Ouais, je pense pas que ça existe. Il doit en exister que quelques-uns, mais c'est des grands noms de la photo. Pour les citer, il y a Vincent Munier, il y a Kyriakos Kazira, je crois qu'il fait que de la vente de tirage. Laurent Baheux, peut-être aussi, quelques. Mais sinon, maintenant, les trois quarts, ils vendent aussi leurs services, alors ils peuvent vendre des safaris, comme là, mon ami qui fait des safaris. Des stages, des accompagnements. Hein. Voilà, ou des stages, ou des accompagnements, mais vivre de la vente de tirage, c'est très compliqué. Là, moi, c'est vrai que maintenant, j'ai envie de le faire, de vendre au moins quelques tirages, donc je me suis mis à mon compte, je commence doucement. Mais non, c'est impossible, et puis j'ai pas le temps, j'ai pas la vie qu'il faut. Quand tu as une femme et des enfants, tu as pas le temps d'aller toute l'année parcourir le monde et faire des photos que d'en plus tout le monde a déjà fait. C'est très compliqué, c'est très très compliqué. Au Masai Mara, tu as fait ça avec Tony Crocetta, non? C'est ça, exactement. Ouais, c'est un type qui est adorable. Franchement, c'est lui même qui m'a tout appris, tout initié. Donc je rends à César ce qu'appelle à César, c'est lui qui m'a j'adore son style. Douglas, un truc à rajouter? La seule question, c'est concernant effectivement ton choix sur tes deux boîtiers, parce que comme tu dis, en animalier, beaucoup de photographes ont deux boîtiers pour éviter de changer, être plus réactif. Souvent, et là c'est le conseiller de vente qui a l'habitude de voir ça, souvent en fait ils font le choix d'un plein format et d'un APS-C pour justement bénéficier de ce crop et d'avoir avec le même objectif, une focale un petit peu plus longue. Toi, effectivement, c'est ce que tu disais, tu restes que sur le plein format pour une question de qualité de détail en fait. C'est ça. Je privilégie la qualité plutôt que le fait de gagner ce coefficient multiplicateur. Après, j'ai un convertisseur 1.4 qui m'arrive d'utiliser et sur le 600 et sur le 300. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Merci pour ton témoignage et encore bravo, vraiment. Merci à vous, c'est super sympa, merci à vous. Allez, on va se détendre avec deux news insolites. La première, elle est racontée par jeuxvideo.com. Elle raconte l'histoire d'un photographe qui finalement est dans une espèce de brocante ou de marché d'occasion. Et en fait, il se balade là-dedans où il n'y a pas d'univers photo-vidéo. Et en fait, il s'aperçoit qu'il y a un objet qui ressemble à un objectif qui est vendu en gros comme une tasse.
pour 6,99 $. Et cet objet-là, quand il s'approche, il se rend compte que c'est un 50 mm 1.2 EF, donc la version réflexe qui coûte 1500 € et qui est vendu pour 6,99 $ par quelqu'un qui n'a pas compris en fait que c'était un objectif. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a tellement d'objets de décoration qui ressemblent aux objectifs que c'est passé inaperçu. C'est marrant parce que nous aussi en boutique on avait en fait des porte-crayons qui étaient habillés comme un objectif Canon EF comme ça et on mettait nos stylos à l'intérieur et plein de clients étaient très souvent déroutés en disant mais vous avez vraiment démonté l'objectif complètement pour en faire un porte-crayon. Et voilà, ça me fait sourire parce qu'on a souvent eu la remarque. Après l'article il termine sur une note un peu moins positive parce que en gros c'était une vente à but non lucratif pour aider des gens qui en ont besoin et les personnes handicapées, tout ça. Et finalement, l'entreprise, un peu l'utilisateur, finalement, en publiant cette story-là, en gros, a escroqué l'organisation, qui est une organisation d'utilité publique, qui soutient des personnes qui en ont besoin. Et évidemment, c'est le côté un peu moins glorieux du truc, qui est aussi repris par l'article. On enchaîne sur un autre article. Alors, avec une photo que je vais commencer par vous décrire pour ceux qui n'ont pas l'audio, on voit quelque chose qui ressemble à un chien, qui a en fait un peu l'apparence d'un corps humain debout. C'est-à-dire qu'on voit 2 jambes, un buste, des bras et juste une tête de chien au-dessus, avec une coupe et des cheveux dressés en l'air. Et on a vraiment l'impression que c'est un humain avec l'apparence d'un chien. Moi, il me fait penser aussi un peu au personnage de Groot dans Les Gardiens de la Galaxie. Et l'histoire autour de cette photo-là, c'est qu'en fait, cette photo-là a été postée sur Facebook par la photographe qui l'a prise. Et cette photo est devenue virale. Et elle est devenue virale dans le mauvais sens en disant que c'était une photo hilarante, mais générée grâce à l'intelligence artificielle. Et en fait, la photographe qui a publié cette photo-là a beau dire non, c'est une vraie photo authentique qui n'a pas été manipulée par l'intelligence artificielle. Les partages sur les réseaux sociaux et la viralité est devenue incontrôlable. Et tout le monde a conclu, cette photo-là, elle n'est pas authentique, elle est là pour l'intelligence artificielle. Ouais, la photographe dit dans l'article qu'elle a posté cette photo la veille au soir et puis elle se couche et le lendemain matin, elle découvre la viralité avec des dizaines de milliers de partages de son image. Et c'est vrai que du coup, ça, on peut faire un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'innovation et l'arrivée du Leica M11P et cette justement authentification des images. Là, on voit directement l'intérêt de ces nouvelles authentifications qui permettraient de dire voilà, mon image, elle est authentique. Et pour ceux qui voudraient plus de détails techniques concernant cette photo, de manière générale, c'est un chien qui est dressé, qui est éduqué pour ça. Il fait quelque chose que la photographe appelle le saut de joie. Et en fait, pour avoir ce genre de photo originale, déjà, il faut qu'il soit tout mouillé. Et ensuite, en fait, elle lui fait faire des sauts très, très élevés, mais elle lui fait sauter en fait vers l'arrière. Et du coup, les gouttes sont devant lui parce que les gouttes sont projetées par l'avant. Et en fait, on a vraiment un chien qui est derrière un mur de gouttes. Et on a évidemment, comme tous les chiens mouillés, avec des poils qui, au lieu d'être ébouriffés, sont vraiment collés sur le corps, qui donnent cette forme vraiment particulière. Et c'est aussi dû au choix de l'objectif, puisqu'elle a décidé de prendre un 24 mm. Et à 24 mm, elle a voulu photographier du point de vue d'une grenouille, elle dit. Donc en gros, elle était vraiment au ras du sol avec la déformation qu'implique un 24 mm. Et on obtient cette photo où les proportions sont vraiment modifiées par les proportions du 24 mm. Pour une fois, c'est pas l'intelligence artificielle. J'avais envie de dire un mot aussi sur un concours qui est quand même assez particulier. Il s'appelle le Nikon Small World et là, c'est l'édition 2023. C'est un concours dans lequel il faut photographier en fait ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Là, on parle même pas de macro ni de micro-photographie. On parle vraiment d'un rapport de grossissement absolument incroyable, genre 20 fois ou 30 fois la réalité. J'avais juste envie de mentionner le genre de photos qui sont faites dans ce concours-là, en l'occurrence le gagnant de cette année. Et il faut savoir que c'est des photos qui servent aussi à la recherche médicale, dans le sens où elles ont évidemment une portée artistique et créative, mais elles ont aussi une portée où on n'a pas l'habitude en fait d'aller photographier avec autant de détails ce genre de choses, et les médecins peuvent essayer de comprendre à travers tout le détail qui est apporté par les photographes, finalement essayer de faire des avancées médicales. Et le gagnant de cette année, c'est un cliché d'un nerf optique d'un rongeur qui est atteint d'une rétinopathie diabétique au microscope. C'est une maladie oculaire qui peut conduire à la perte de vision chez toutes les personnes diabétiques. Et c'est très intéressant pour l'évolution de la médecine d'être capable de voir un nerf optique comme ça et voir l'impact que peut avoir le diabète sur ce nerf optique.
La seconde place de ce concours-là, c'est tout simplement l'immortalisation de la friction entre une allumette et sa boîte. Et là, encore une fois, on a une photo que je vous invite vraiment à aller voir si vous ne l'avez pas à ce moment-là, où on voit toute la décomposition du bout de l'allumette et tous les composés, notamment de pétrole, qui sont en train de s'inflammer. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le troisième prix, c'est une cellule de cancer du sein. Encore une fois, c'est à visée médicale, mais c'est incroyable. Ça fait une photo qui est toute rose et on voit un cœur c'est incroyable. Encore une fois, c'est pas manipulé. On est dans des choses qui sont vraiment sérieuses. On voit une cœur au milieu de la photo et malheureusement, c'est une cellule cancéreuse. Je mentionne juste le quatrième prix. C'est les crocs venimeux d'une petite tarentule. Encore une fois, une photo qui est d'une qualité absolument incroyable. Bref, je vous invite vraiment à aller voir ce concours-là qui montre des photos qu'on ne voit jamais autre part. Alors cette semaine, on ne fait pas une deuxième interview, mais à la place, on va essayer de faire un débat parce qu'au moment où on a conçu ce format long, et je dis on parce que dès le début, Douglas était dans la réflexion et on se parlait un peu de qu'est-ce qu'il pourrait contenir, on s'était posé la question de est-ce qu'il ne faut pas faire aussi une actualité des rumeurs. Les rumeurs, c'est quand même toute une industrie avec énormément de sites et des vidéos maintenant. Et je vois bien que des gros youtubeurs américains comme Tony Northrup ou Jared Pollins aujourd'hui font l'état des rumeurs quasiment chaque semaine et jouent beaucoup sur ça. Le débat s'est posé de est-ce qu'il faut parler ou pas des rumeurs? Effectivement, c'est un vaste sujet. Moi, je pense que y a forcément du positif, il y a du négatif aussi, et il faut savoir faire le tri un petit peu là-dedans et ne pas trop en attendre et ne pas trop mettre d'importance en fait là-dedans. C'est-à-dire que en tant que passionné, je me dis que forcément, on est toujours curieux de voir la nouvelle innovation, le nouveau produit, le nouveau boîtier, la nouvelle optique qui va sortir, parce que c'est notre monde, c'est ce qui nous anime, on va dire, parce que c'est notre passion. Et je me dis qu'aussi qu'en tant qu'humain, il y a peut-être ce côté, quoi qu'il arrive, un petit peu exclusif, un petit peu info volée, qui va attirer la curiosité. Donc, moi, je pense les rumeurs doivent exister et il faut qu'il y ait des gens pour les relayer. Après, attention, je pense qu'il faut aussi les traiter avec parcimonie. Il faut pas trop en attendre, il faut les regarder, mais sans y accorder trop d'importance non plus. Les rumeurs aujourd'hui, pourquoi il y a toute cette industrie qui s'est formée, c'est parce que clairement, il y a un business. Aujourd'hui, c'est facile de faire des vues en parlant de rumeurs. C'est même probablement le contenu dans le domaine de la photo et la vidéo le plus facile à produire pour faire de la vue. Et pour qu'on parle de soi et pour qu'on soit partagé et compagnie. À chaque fois que je vois une vidéo qui parle de ce sujet-là, il y a plein de gens qui vont les partager dans les groupes Facebook, alors que le jour où je vais publier un test d'un objectif, par exemple, ils vont pas le partager. Donc, je pense que c'est la première raison d'exister. C'est un peu comme la presse people, ça fait de l'audience, ça fait parler. Donc, après, moi, j'ai toujours eu un regard un peu externe sur ça parce que il faut faire attention aussi aux déceptions et c'est un jeu un peu à double tranchant parce que on avait eu l'exemple là dernièrement du Nikon ZF qui a été annoncé, je crois, au mois de septembre et il y avait des rumeurs vraiment très importantes à partir du mois de juin et au début, beaucoup de gens disaient que le Nikon ZF, il arrivait avec un capteur de 45 millions de pixels. Donc, ils avaient le bon prix, environ 2500 €, mais ils étaient en train de faire une promesse d'un boîtier haute résolution, ce qui n'était pas le cas. Et quand même, on est peu ou prou, on participe à créer une espèce d'attente chez les gens qui risquent d'être déçus à la fin. C'est pas du contenu non seulement de haute qualité, mais en plus c'est du contenu avec lequel on peut se brûler les ailes, on peut créer de la déception. Et évidemment, il y a une partie aussi qui vous touche probablement un peu moins. Mais il faut bien imaginer que dans ces marques-là, et notamment dans les représentants français et européens, il y a des gens qui ont un job comme tout le monde. Et ces gens-là, ils subissent une pression énorme pour que les rumeurs, comme ça, ne se propagent pas et que surtout, ils ne participent pas à véhiculer des rumeurs. Et vraiment, c'est un jeu pour lequel je vois des gens qui perdent leur poste, qui sont licenciés parce que plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, ils ont aidé une rumeur ou ils ont créé ou fabriqué une rumeur. Et j'ai des exemples là. Dernièrement, où il y a eu le salon de Bruxelles. Il y a un constructeur qui a fait une erreur sur le salon de Bruxelles en présentant un produit qui n'était pas annoncé. Et c'est arrivé jusque dans ma boîte mail et compagnie. Et clairement, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont fait une erreur. Ils risquent leur poste et j'ai pas envie d'être quelqu'un qui finalement aide à diffuser la rumeur, l'aide à prendre plus d'importance et j'ai pas envie d'être quelqu'un qui finalement diffuse une info qui va mettre dans l'embarras quelqu'un. Enfin, moi, j'ai connu plusieurs cas, ça fait aujourd'hui 15 ans que je fais ce métier-là, des licenciements manu militari parce qu'il y a eu quelque chose qui est sorti qui aurait pas dû, que ce soit en France, à l'échelle européenne ou au Japon. C'est des cas réels qui sont arrivés.
Après, d'un autre côté, tu te dis aussi que est-ce que toute ce business de la rumeur ne participe peut-être pas aussi au teasing des produits déjà pour les marques, donc ça c'est le côté positif pour eux, et est-ce que aussi dans les rumeurs il y a peut-être pas un côté positif à trouver en tant que marque, à savoir d'avoir des métriques, d'avoir des éléments on va dire analytiques pour sonder un petit peu l'accueil d'un produit, d'une technologie, d'une nouveauté auprès des marques. En envoyant une info et une rumeur de ce type-là, ça permettrait aussi de voir la réaction des consommateurs. Après, je pense que d'un point de vue industriel, si j'ai bien compris, parce que moi je travaille pas avec des ingénieurs tous les jours, mais on a l'impression que la durée de fabrication d'un produit, quand un produit est sur le point d'arriver, il est en gestation depuis 2-3 ans. Donc c'est vrai que quand bien même il y aurait des commentaires ou des retours finalement sur ces rumeurs-là, ils peuvent pas vraiment réagir. C'est passé pour eux, le produit il est tel quel et ils vont pas pouvoir l'ajuster avant la sortie. T'as raison, mais il y a aussi des cas typiques qui prouvent le contraire. C'est-à-dire que quand on voit là l'annonce au salon de la photo en grande pompe mondiale du 70-200-28 DGDN Sigma, on sait, et il y a des rumeurs, est-ce que c'est avéré ou pas, que le produit il était dans les tuyaux depuis un moment, il était déjà même conçu et ils ont complètement changer leur fusil d'épaule sur le produit parce que entre temps d'une part il y a Sony qui a sorti un GM2 ultra compact, ultra léger, etc. Et je me dis que peut-être qu'au moment de la sortie du Sony, ils ont vu des commentaires de consommateurs suite aux rumeurs, suite à l'annonce, etc. en se disant tiens, regarde, il est ultra compact, qu'est-ce que Sigma pourrait apporter, il faudrait pas qu'il sente ci, il faudrait pas qu'il sente ça. Et la preuve en est que ils ont analysé le marché aussi bien par rapport à la concurrence, mais peut-être aussi via les retours consommateurs et leur produit qui était quasiment prêt, ils l'ont complètement redémarré à zéro. Il est sorti beaucoup plus tard que ce qu'il était prévu à l'initial. Donc ouais, effectivement, il y a les deux côtés. Et j'ai un autre exemple en tête de rumeur qui a quand même fait du mal, c'est quand Sony est arrivé avec son 2070 F4. À l'époque, il était annoncé pour un prix qui était beaucoup plus bas que celui pour lequel il a été proposé sur le marché français et européen. Et je me souviens, en dessous de ma vidéo à l'époque, quand j'ai sorti le test, énormément de commentaires de gens déçus qui disaient que ça correspondait pas du tout au prix auquel il attendait, que l'objectif était beaucoup trop cher. Et finalement, les gens avaient été conditionnés finalement par les prix qui étaient annoncés par les rumeurs. Et clairement, le sentiment de déception, il était vraiment important. Et il est dans l'autre sens aussi, Damien, avec des produits qui sont annoncés à un prix dans les rumeurs. Les marques voient du coup les réactions des gens et font machine arrière et corrigent le prix à la baisse pour les consommateurs. Donc vraiment, il y a les bons côtés et il y a les mauvais côtés et je pense que c'est 50-50. Ouais, ça c'est clair que le prix, ils peuvent l'ajuster. Là, tu as totalement raison et on peut pas vraiment rentrer sur quel produit spécifique, mais nous qui suivons les lancements au moment où ils sont en train de réfléchir à ça, on s'aperçoit que les prix sont vraiment en mouvement avec, je crois, un objectif dernièrement qui, au dernier moment, il baisse de 600 €, je crois, ou un truc comme ça, par rapport au prix où on nous l'avait présenté au début. Donc, clairement, je pense que là, pour le coup, ouais, ils peuvent jouer sur le prix. On va passer à la section suivante dans laquelle je réponds à vos commentaires. La première, dans le premier épisode du podcast, je m'étonnais que le patron de Sigma dise que finalement, le marché des appareils photo et des objectifs haut de gamme ait été aidé pendant la période du Covid grâce à des subventions gouvernementales. Je ne comprenais pas trop à quoi il faisait référence. Vous avez été plusieurs à m'indiquer un peu ce qui avait été fait. Donc, je vous cite juste pour les autres. En Allemagne, apparemment, chaque commerçant ou indépendant a touché 15 000 € au moment où le Covid est arrivé. Donc, ces 15 000 € là, ils ont pu en faire ce qu'ils voulaient. Et il semble dire que même il y avait un deuxième chèque plus loin de 7 000 €. Donc, clairement, c'est un peu comme... Souvent, on entend parler de la prime de rentrée en France, que les gens peuvent acheter des télés, machin et compagnie. Là, je pense que c'est à peu près la même chose. Ces primes-là, elles ont été versées pour soutenir l'économie, mais les gens en ont fait ce qu'ils voulaient. Le patron de Sigma semble dire, ils ont acheté des objectifs haut de gamme. Et j'ai un second exemple qui dit que le gouvernement japonais a donné 100 000 yens à tous les résidents. Encore une fois, libre à chacun d'en faire ce qu'il voulait. Donc, probablement que le patron de Sigma faisait référence à ça. Ensuite, j'ai pris quelques retours que vous avez fait suite au premier épisode du podcast. J'ai un premier retour de Patrick Maquet qui dit que le souci, c'est de montrer des photos sur un podcast, ça ne se voit pas. Il me semble que le podcast est généralement au format radio, mais peut-être que je me trompe. Alors, c'est un très bon commentaire et c'est vraiment quelque chose qui me perturbe. En tout cas, qui est un sujet de réflexion dans le sens où, moi, mon audience, elle est quand même sur YouTube. Aujourd'hui, quand on dit podcast, c'est vu au sens large, c'est-à-dire qu'un podcast, c'est pas uniquement quelque chose qui comporte de l'audio. On voit aujourd'hui YouTube
qui a une section de podcast et quasiment tous les podcasts aujourd'hui les plus populaires sont filmés, donc on a une image. C'est un peu la même chose d'ailleurs qu'on voit à la télé avec d'un côté la radio RMC et de l'autre côté la chaîne RMC Story qui filme les gens. C'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est un peu difficile d'arriver à faire les deux. Donc pour l'instant, très clairement, je me cherche. Je trouve que dans le domaine de la photo et de la vidéo, c'est quand même très compliqué de parler de photos. On me dit, il faut pas que tu parles de matos. Essaye de te détacher du matos. Mais si je parle pas de matos, je vais probablement parler de photos ou de vidéos. Mais c'est compliqué pour moi de pas parler de photos et de vidéos que vous ne pouvez pas voir. Donc de m'interdire des choses. Donc pour l'instant, j'ai pris le parti d'essayer de vous décrire ce dont je parle et de pas rester pendant 2 heures sur l'aspect contemplatif de la photo et d'essayer aussi de vous aiguiller sur la technique de la photo et pourquoi cette photo est originale. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une contrainte de dire oui, je sais bien que les gens qui sont au format radio, entre guillemets, qui ont que l'audio, il leur manque une petite information. J'essaye de compenser. Je pense qu'il y aura des ajustements probablement à prévoir en fonction de vos retours. Mais pour l'instant, je fais au mieux, tout en prenant en compte que sur le premier podcast, l'audience, elle est principalement sur YouTube. Et sur YouTube, généralement, vous avez la vidéo. Ensuite, j'ai eu des retours qui me disaient que l'interview que j'avais fait avec Ludovic de chez Nikon, que c'est un peu une interview qui est limitée. Et c'est pas une question que Ludovic est pas intéressant. C'est juste que dans le rôle que tous les employés des marques ont, ils ont un devoir de confidentialité et justement de pas créer de rumeurs qui va se retrouver sur ces titres-là et qui mettraient en danger leur poste. Et du coup, ils ont le droit de rien dire, en fait. Et en fait, le commentaire se pose la question de l'intérêt d'inviter quelqu'un qui a le droit de rien dire. Donc, c'est un commentaire qui est revenu plusieurs fois, que j'ai pris en compte. Je dis pas que les marques ne seront plus jamais invitées. Je dis juste que oui, je comprends la position des commentaires qui ont dit ça et que, encore une fois, il va falloir trouver le bon compromis sur comment arriver à faire une interview qui ait du sens pour vous, qui soit intéressante et qui soit pas juste là pour faire une espèce de publicité cachée des marques, qui n'est pas vraiment ce que je veux faire. L'autre chose que le commentaire disait, c'est on voit que la partie 50% no matos est le meilleur contenu de cette vidéo, mais elle a une très faible place et c'est fort dommage. Là aussi, c'est un peu difficile parce que la personne dit « Mais oui, mais Damien, tu devrais nous parler plus des concours photos, nous montrer plus de photos, nous montrer la tête des photographes, aller voir quelles expositions ils font, nous montrer leur Instagram, regarder plein de photos. » Le problème, c'est que ça rejoint le commentaire juste d'avant qui disait « oui, mais comme c'est un podcast, il faut pas qu'on voit de photos. » Donc, je suis en train de chercher l'équilibre, essayer de vous parler d'une seule photo que je peux vous décrire, mais clairement, je pense que dans ce format-là, c'est pas adapté pour venir vous parler de 50 photos et de parler de 50 photographes. Je pense que tous les gens qui seraient sur la partie audio, ça leur plairait pas. On me pose aussi la question de quand est-ce que je ferai un contenu pour du live. Probablement qu'on essaiera d'en faire au moment du Black Friday. Ce genre de contenu-là, ça peut être très intéressant de pouvoir échanger avec vous. Probablement qu'il y aura d'autres annonces d'ici là. Et on pourra faire un point, probablement en live, pour échanger avec plus d'interaction. Bon, vous avez été nombreux aussi à me dire que vous supportez plus les intros inutiles et parfois pathétiques, tout ce qui est jingle et compagnie, et que finalement, c'était pas un problème que j'ai pas tout cet habillage-là. Donc écoutez, j'en prends note. Et même, ça nous met une pression parce qu'un jour où on voudra une image un peu plus professionnelle, la question se posera de savoir comment le faire sans tomber dans ces inutiles et pathétiques, mais quand même qui fait un peu plus pro, d'avoir ce genre de support-là. D'autres me disent que ils trouvent que le format est long, intéressant, mais long, et que certes, quand on est pris dans des longues routes, j'ai mon ami Olivier Roch qui me disait, moi je devais rouler pendant 12 heures, donc c'était impeccable, tu pouvais durer autant de temps que tu veux, c'était intéressant. Mais il y en a d'autres qui me disaient, ouais, mais moi j'ai pas le temps et c'est beaucoup trop long par rapport à mon temps de trajet qui est de 20 ou 30 minutes. J'ai pas de réponse à ça. Il y en a qui me disent que c'est pas assez long, il y en a qui me disent que c'est trop long. Je pense que aujourd'hui, le format moyen, d'après ce que je constate des autres podcasts, c'est 1 heure, 1 heure et demie. On est sur un format long. Donc, le but, c'est quand même d'être suffisamment long pour pouvoir vous accompagner sur un second écran, mais sans que vous ayez besoin d'avoir le regard constamment sur la vidéo, contrairement à une vidéo qui est montée. Mais je pense qu'on ne descendra pas en dessous de l'heure, heure et demie. C'est probablement le format, moi, en tout cas, que j'ai envie de développer. Après, on passe à une autre question. On a une question d'Alain qui nous dit que pour le GR20, où le poids, effectivement, est un critère décisif, est-ce que tu prendrais plutôt un A7C avec un Sigma 16-28 et un Tamron 28-200 qu'il a déjà pour à peu près 1,5 kg, ou bien un A6004 avec Sigma 10-18 et 18-135, mais du coup,
prendre le drone pour un total grosso modo de 1,660 kg. Alors moi déjà première chose, je pense que sur un projet comme ça, c'est vraiment dommage de se passer du drone quoi qu'il arrive, parce que il y a des perspectives, il y a des points de vue qu'on pourra prendre au drone et qui seront uniques, et je trouve que c'est dommage de s'en passer. Donc pour moi, il faut prendre quoi qu'il arrive le drone. C'est un peu compliqué de donner une réponse très très tranchée. Moi personnellement, je partirais plus sur l'option A7C 16-28, 28-200, et je prendrais quand même le drone si le poids le permet. Après, l'autre option qui peut éventuellement exister, je donne une autre piste, c'est la possibilité peut-être d'aller chercher un boîtier compact A7C, donc pour le coup un A7CR, qui aura une bien meilleure résolution, et à ce moment-là, peut-être pas être obligé d'aller prendre un 28-200, parce que la question c'est est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'à 200 mm pour les images qu'il y aura à couvrir, et à ce compte-là, peut-être faire un A7CR avec soit le dernier 1750 de Tamron, qui permet de retrouver vraiment ce très grand angle, mais avec une focale un peu plus courte, ou alors éventuellement le Sony 2070, qui fera un petit compromis sur le grand angle, mais qui permettra d'aller chercher un peu plus loin. Ouais, je pense qu'effectivement, il faut probablement partir avec un seul objectif, mais évidemment, comme toujours, il y a des compromis. C'est marrant parce que mon frère avait les mêmes préoccupations dernièrement, et je lui ai fait faire des compromis. Après, on peut faire un compromis soit sur le télé, soit sur le grand angle. Là, j'avais fait une vidéo comment faire des objectifs, comment faire des photos grand angle sans objectif grand angle, où j'expliquais une technique de panorama qui consiste en gros à décomposer une photo sous forme de puzzle et par exemple décomposer la photo en 9 photos. Tu fais les 9 photos, tu les assembles dans Lightroom. Tu as l'impression que tu es parti avec un 10 mm alors qu'en fait, tu as un 28 mm dans la poche. Donc, c'est une technique qui fonctionne pas dans tous les cas, mais qui fonctionne. En tout cas, ou alors effectivement partir sur de la haute résolution et cropper dans l'image. Dans tous les cas, dites-nous en commentaire, vous, probablement que nous, on est en live là, donc on n'a pas énormément réfléchi à la question. Est-ce qu'on a loupé des solutions? N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Bon, ensuite, j'ai piqué 2 rubriques que moi j'aime bien dans les podcasts que je regarde. La première rubrique, c'est le coup de cœur de la semaine, dans lequel je partage finalement quelque chose que j'ai bien aimé cette semaine, qui n'est pas forcément lié à l'actualité matos et tout ça. Bon, j'ai pris Douglas au dépourvu sur cette rubrique-là, donc je vais vous partager, moi, mon coup de cœur de la semaine. En l'occurrence, c'est un créateur que vous connaissez forcément, qui s'appelle Ludoc, qui est un vidéaste français qui fait des vidéos qui sont absolument bluffantes à chaque fois. Et je vous invite à aller voir sa chaîne. Et les 2 dernières vidéos m'ont vraiment particulièrement interpellé. La première, c'est sur l'histoire des bandes annonces et la manière dont les bandes annonces sont créées par rapport au film tel qu'il est sorti, et à quel point les bandes annonces sont complètement différentes et contiennent des plans qu'on voit pas ensuite dans les films. La seconde vidéo que je vous invite vraiment à aller voir, c'est une vidéo dans laquelle il montre l'impact du 11 septembre sur toute l'industrie du cinéma et à quel point ils ont dû refaire des scènes entières et rechanger des films qui étaient déjà sortis, ou encore pire, des films qui n'étaient pas sortis mais qui contenaient les tours au moment du 11 septembre, voire des films qui carrément n'ont pas pu sortir parce que le contexte s'y prêtait plus du tout. Ces 2 vidéos qui sont ultra travaillées, ultra montées, qui, je trouve, partagent des histoires passionnantes que moi j'ignorais complètement. Donc vraiment, à conseiller. L'autre rubrique que j'avais envie d'ajouter, c'est un peu Pétapixel aussi. Il termine sur la fameuse rubrique What have you been up to? En gros, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? J'avais envie de reprendre ça. Bon, moi je l'ai appelé en français l'activité de la semaine, juste pour vous partager en fait un peu les galères du quotidien et sur quoi on travaille. Moi, cette semaine, je vous ai tourné pas mal de vidéos qui sont des guides d'achat, aussi bien photos que vidéos, qui sortiront là dans les 2-3 semaines qui arrivent. Et lors du tournage de ces vidéos-là, en fait, j'essaye sans arrêt d'améliorer le setup. Et j'avais trouvé malin de mettre mon micro sur un bras articulé, en fait, qui était lié forcément à ma table. Sauf que à chaque fois que je touche la table, en fait, ça fait vibrer le bras et ça fait vibrer le micro et ça m'a pollué le son et j'ai galéré après pour le récupérer. Donc, en fait, c'était une fausse bonne idée. J'ai galéré aussi par rapport au podcast. Il y a certaines remarques qui me disaient que j'avais une désynchronisation entre l'audio et les lèvres qui était due en fait à une latence qui était différente entre la latence de la caméra et la latence de l'audio. Et là, encore une fois, techniquement, j'ai galéré pour essayer que j'ai pas de désynchronisation avec les lèvres cette fois. Et là, tout le monde est en train de regarder mes lèvres pour savoir si c'est synchronisé. Et j'étais un peu déçu aussi. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si c'est désynchronisé ou pas. Si vous avez eu un problème à un endroit. Et j'étais un peu déçu aussi de ne pas vous parler des dernières nouveautés Nikon. J'ai eu quelques commentaires un peu rageux de dire « Ouais, tu donnes toujours la priorité aux mêmes marques. » Encore une fois, je disais la même chose pour Fujifilm la semaine dernière. C'est pas moi qui donne la priorité. Là, sur les dernières nouveautés Nikon, en l'occurrence, ils m'ont pas proposé de me les envoyer, tout simplement. Donc, j'ai appelé Douglas qui m'a envoyé tous ces optiques-là, un 135 1.8 Nikon, un 85 1.2 et un 135
Sony. Donc, je vais probablement vous préparer une vidéo autour de tout ça. Voilà qui conclut ce premier podcast avec Douglas. Merci Douglas d'avoir participé. Merci Damien. Et comme c'est un deuxième pilote, encore une fois, lâchez-vous en commentaire. Tout ça, ça va évoluer. On fait ce qu'on peut pour vous proposer du contenu. Salut.